Et ce n'était certainement pas un avion écrasé. D'après le rapport de Penniston, un objet triangulaire de 3 mètres de long et de 2 mètres de haut plane juste devant eux, avec des signes étranges, comme des hiéroglyphes gravés sur la carlingue. Il y avait tellement d'électricité dans l'air. On la sentait dans notre cou, sur nos bras, sur nos vêtements. Penniston affirme avoir touché l'objet qui était encore chaud. Il a essayé d'érafler la surface avec sa lampe de poche, sans réussir à y laisser une marque. J'étais abasourdi. Je savais qu'il ne venait pas de notre planète. Il était trop avancé sur le plan technologique. Il ne faisait aucun bruit et on ne voyait aucun système d'atterrissage, alors qu'il semblait s'être posé. Les aviateurs observent l'objet pendant pratiquement 45 minutes, ayant de se souvenir d'autant de détails que possible. Puis soudain, l'intrus commence à s'agiter. L'engin s'est élevé, peut-être de 15 cm. Il a lentement reculé vers les arbres, puis en une fraction de seconde, il a disparu. Quand ils reviennent à la base, le soleil commence déjà à se lever. Craignant que personne ne croie à leur histoire, ils hésitent à signaler l'incident. Mais finalement, ils découvrent qu'ils ne sont pas les premiers à qui c'est arrivé. On nous a dit de ne pas parler de l'incident, sauf à certaines personnes autorisées. Le lendemain matin, Penniston retourne dans la forêt pour participer à l'enquête. Sur le sol, à l'endroit où se tenait l'objet, il remarque 3 empreintes. Des moulages sont réalisés. Penniston les a conservés. On peut voir que la nacelle était petite. Et si on tourne le moulage, on voit qu'elle était profonde, entre 5 et 9 cm. Le sol était dur, mais la nacelle s'est quand même enfoncée jusqu'à cette profondeur. Mais cette histoire insensée n'a pas convaincu tout le monde, à commencer par le commandant adjoint. Je connaissais assez bien Jim Penniston. Il était plein d'avenir, c'était un jeune agent de sécurité. Mais j'ai eu du mal à croire à son histoire. Enfin, j'y ai cru, mais il faut avouer que c'était un peu d'avant-garde pour l'époque. Sur les bases aériennes de Bentwaters et de Woodbridge, les avions aux formes bizarres n'étaient pas rares. Les bombardiers aux ailes en flèche, les Blackbird SR-71, les chasseurs furtifs à l'état expérimental faisaient partie de l'arsenal de l'OTAN. Alors, lorsqu'un appareil étrange a été signalé, cela n'a étonné personne. Jusqu'à ce que cela se reproduise. 2 nuits plus tard, le 29 décembre, le colonel Halt se détend avec ses hommes à l'occasion de la fête de Noël donnée ce soir-là à la base. Un agent de sécurité leur apporte alors des nouvelles saisissantes. Un deuxième ovni a été aperçu dans la forêt de Rendlesham. Cette fois, Halt décide de mener l'enquête lui-même. Il est presque 1 heure du matin quand il arrive sur place. Quand nous sommes arrivés, tout était un peu confus. 5 ou 6 d'entre nous sont allés dans la forêt, et là, quelqu'un s'est écrié « Regardez là-bas !» D'après le rapport officiel, Halt et ses collègues ont vu un grand objet rougeoyant qui bougeait lentement à travers les arbres. On aurait dit un œil avec sa pupille, et il s'en écoulait ce qui semblait être du métal en fusion. Halt se souvient avoir sorti un petit dictaphone afin de décrire ce qu'il voyait. Il affirme que ce qui suit est l'enregistrement original. Nous voyons cette chose en face de nous, à 200 ou 300 mètres. On dirait un œil qui cligne. Il bouge d'un côté à l'autre. Quand on le passe au scanner, on voit qu'il y a un creux au milieu. C'est sombre, comme la pupille d'un œil qui vous regarde et vous fait un clin d'œil. C'est très bizarre. On l'a regardé pendant à peu près 20 secondes, peut-être 30. Et tout à coup, il a explosé. Sans aucun bruit. Il a explosé en 5 morceaux blancs qui ont ensuite disparu. Stupéfait, Halt et ses hommes regardent les objets voler autour de la base pendant encore une trentaine de minutes. À ce moment-là, dit Halt, l'un des ovnis a envoyé un faisceau de lumière sur l'enceinte ultra secrète où étaient stockées les armes nucléaires. Ensuite, l'ovni s'est retourné vers lui et vers ses hommes. Il s'est avancé vers nous très vite. Il s'est arrêté au-dessus de nos têtes et nous a envoyé un faisceau très fin de lumière. On ne savait pas s'il essayait de nous avertir, de communiquer avec nous ou de nous faire du mal. Et aussi rapidement qu'elle était apparue, la lumière a disparu. Le lendemain matin, des hommes du ministère de la Défense britannique et des agents américains de la 3e compagnie aérienne mènent une enquête sur le site.
D'après HALT, les enregistrements effectués par le compteur Geiger révèlent des niveaux de radiation très élevés à l'endroit où a été vu l'objet mystérieux. Et d'autres facteurs confirment qu'il y a bien eu une présence. Il y avait des marques sur les arbres, des traces de frottement. Et en regardant en l'air, on s'est aperçu que des branches étaient cassées. On pouvait voir le ciel. En sa qualité de supérieur hiérarchique, HALT est chargé par le commandant de la base britannique de rédiger un rapport officiel sur l'incident. J'ai rendu ce qu'on pourrait appeler un rapport édulcoré, et j'ai qualifié les lumières d'inexpliquées. Le rapport a ensuite été transmis au ministère de la Défense, et il n'y a jamais eu aucune réaction de la part des Britanniques. Pourtant, les chercheurs britanniques et américains spécialisés dans les ovnis finissent par entendre parler de l'incident, et décident de continuer l'enquête. Pour les sceptiques, l'objet que Penniston et HALT ont vu dans la forêt de Rendlesham n'est rien d'autre qu'un avion top secret testé par l'armée de l'air. Les États-Unis ont construit un certain nombre d'avions très silencieux, et à notre avis, certains ne sont pas encore connus officiellement. D'autres imaginent que l'incident fait partie d'un programme de guerre psychologique clandestin destiné à piéger les soviétiques, en leur faisant croire que l'OTAN dispose d'une technologie de pointe extraterrestre. Il y a plusieurs possibilités. Le colonel Holt a très bien pu mentir dans son rapport dans le but de semer le trouble chez certaines personnes, sachant qu'une guerre psychologique était en cours. Ou bien, deuxième solution, il ignorait le programme de guerre psychologique. Et ce vol inattendu était destiné à tester la sécurité de notre système de défense. Charles HALT a par la suite été promu colonel et nommé commandant de la base. Il a pris sa retraite en 1991. James Penniston a quitté l'armée de l'air en 1993 après avoir reçu de nombreuses récompenses pour ses services. Ils avouent tous les deux qu'il n'a pas été facile d'oublier l'incident. Mais l'un comme l'autre reste catégorique à propos de ce qu'ils ont vu dans la forêt de Rendlesham. Et d'autres militaires qui étaient également là soutiennent leur version. Je suis sûr que ceux qui commandaient l'objet connaissaient notre présence, à voir la façon dont il s'est avancé vers nous. La question de la lumière dans le ciel n'est que secondaire. En fait, c'est un problème de sécurité nationale. Selon certains, pourtant, l'incident de Suffolk en Angleterre, le 29 décembre 1980, ne fut pas la dernière apparition de cet ovni. Exactement 9 heures après, et de l'autre côté de l'océan, 2 femmes et un jeune garçon ont raconté avoir été terrifiés à la vue d'un petit ovni de forme triangulaire. S'agissait-il, comme certains le prétendent, du même ovni aperçu sur les bases militaires en Angleterre? Lorsqu'ils ont entendu parler de ce deuxième événement et de sa ressemblance avec l'incident de Suffolk, des chercheurs ont décidé d'enquêter sur cette étrange similitude. Certains en ont conclu qu'il s'agissait bien du même ovni. Les formes des objets décrits sont identiques, mais en plus, la date est la même. En l'espace de 24 heures, 2 rencontres ont eu lieu, au Texas et en Angleterre. Je pense que les 2 cas sont liés, bien sûr. Tout commence sur un tronçon de route isolé à Huffman, au Texas, à 50 km au nord de Houston. Il est 21 h et Betty Cash rentre chez elle après avoir joué au bingo dans une ville voisine. Dans la voiture, il y a une amie à elle, Vicky Landrum, et le petit-fils de celle-ci, Colby. Comme beaucoup de gens, je n'y croyais pas. Mais quand ça m'est arrivé, je savais que ce n'était pas une blague. C'est Colby qui remarque une lumière vive au-dessus de la cime des arbres. Et grand-mère, c'est quoi cette lumière? Il m'a dit, grand-mère, c'est quoi cette lumière? Et l'objet s'approchait de plus en plus. Il était comme suspendu au-dessus de la route. Et c'était comme s'il allait tomber. Mais à chaque fois qu'il descendait, du feu s'en échappait et l'objet remontait. D'après Vicky, le vaisseau spatial de forme triangulaire s'est mis à plonger en piqué et à projeter des gaz d'échappement en feu sur la route, obligeant Vicky à freiner à mort pour éviter de traverser les flammes. Betty est ensuite sortie de la voiture en se protégeant les yeux des flammes et de la fumée. Betty, reviens! Colby a peur! Je criais pour que Betty revienne dans la voiture. Je ne voulais pas qu'elle se fasse brûler. C'était vraiment chaud. Je crois que je suis brûlée.
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini par revenir dans la voiture. Et puis l'objet s'est mis à monter. Et il a atteint la cime des arbres. Lentement, il est allé sur la droite. Et quand il s'est éloigné, nous avons décidé de partir. Soudain, plusieurs hélicoptères birotors arrivent au-dessus de leur tête, essayant apparemment d'encercler l'objet mystérieux. Plus tard, des enquêteurs ont montré des photos d'hélicoptères à Betty, Vicky et Colby afin qu'ils les identifient. Il s'agissait de Chinook, un modèle utilisé par l'armée de l'air lors de treuillages de charges lourdes. Nous avons compté les hélicoptères, il y en avait 22. Ils étaient tous autour et au-dessus de l'OVNI. Et je suis sûre qu'ils essayaient de l'escorter ou bien de le cerner. 5 minutes plus tard, l'engin mystérieux et les hélicoptères s'évanouissent dans l'obscurité. Et nos 3 témoins, bien qu'effrayés, réussissent à rentrer chez eux. Le jour suivant, Betty, Vicky et Colby restent cloués au lit, en raison, disent-ils, des suites de leur rencontre avec l'étrange vaisseau spatial. Les 2 femmes n'osent pas contacter la police, de peur que personne ne croie à leur histoire. 3 jours plus tard, ses brûlures s'étant aggravées, Betty est transportée à l'hôpital de Parkway, à Houston. C'est le docteur Brian McClellan qui la prendra en charge et qui traitera par la suite les multiples séquelles de ses blessures. Le lendemain de l'exposition à la lumière vive, Betty s'est sentie nauséeuse. Au bout de 2 jours, elle a eu des diarrhées et elle a perdu ses cheveux du côté droit de la tête. Elle avait des cloques et elle pelait sur tout le côté droit qui avait été exposé. Il a fallu l'hospitaliser pendant pratiquement 3 semaines. Le diagnostic des médecins est sans appel. Betty, Vicky et Colby ont apparemment été exposés à des radiations ionisées de niveau extrêmement élevé. Betty, qui a été la plus touchée, a frôlé la mort. Colby, Vicky et une autre personne qui était dans la chambre ont entendu le médecin dire à mes enfants qu'il ne voyait vraiment pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Je suis désolée. Elle avait des cloques partout. On aurait dit que quelqu'un lui avait collé une torche de propane sur la figure. Ils ont dit qu'elle avait reçu tellement de radiation qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Il est très rare d'être exposé aux radiations. Certaines personnes sceptiques pensent que les blessures que Betty, Vicky et Colby ont subies ce soir-là ont été causées par une autre source de chaleur, plus commune, comme par exemple un feu de forêt, ou bien encore une voiture en train de brûler. Elles ont même été accusées de simuler leurs blessures. Je ne peux pas croire ceux qui disent qu'elles ont simulé leurs blessures. Betty avait une dermatite due à des radiations éprouvées par biopsie. Si vous me demandez de contracter cette maladie, je ne peux pas le faire. Il faut s'approcher d'une source nucléaire pour ça. Ceux qui ont accès à de telles sources nucléaires sont ou des spécialistes médicaux, ou des militaires, ou bien encore des chercheurs. En pleine campagne, à 50 km au nord de Houston, la seule explication plausible serait celle des militaires. Traumatisées et cherchant désespérément ce qui a pu les blesser, les 2 femmes ont contacté John Schuessler. Ingénieur à l'aérospatiale, il a travaillé pendant 20 ans dans le cadre du programme de vol habité de la NASA. Il est maintenant détective, spécialiste des ovnis. Cela m'a intrigué. C'était plus qu'une simple affaire d'ovnis. Cette fois, on avait des preuves. Convaincu que les 2 femmes disaient la vérité, Schuessler se met à enquêter. Il affirme avoir rencontré des témoins qui ont vu cette nuit-là des hélicoptères suivre un objet dans le ciel au-dessus de Piney Woods. Mais à la base de l'armée de l'air d'Ellington, non loin de là, près du centre spatial de Johnson à Houston, aucune mission de vol d'hélicoptère n'est répertoriée à cette date. Ils savaient sûrement, il n'y avait pas que les 2 femmes. De nombreux témoins avaient vu les hélicoptères survoler l'endroit. Persuadés que le gouvernement savait quelque chose, les 2 femmes ont écrit aux sénateurs Lloyd Bernstein et John Tower, qui leur ont conseillé de contacter la base militaire de Bergstrom, près d'Austin, au Texas, à quelques 260 km de là. Elles se sont rendues sur place, et là, on leur a dit que l'armée de l'air n'avait plus le droit d'enquêter sur les ovnis. En aucun cas découragé, Schuessler dépose une requête au nom de la liberté d'information afin d'identifier les pilotes des hélicoptères. L'armée répond que toutes les archives correspondantes ont été détruites et qu'aucun militaire n'a effectué de manœuvre cette nuit-là. Pourtant, certains documents révèlent que l'armée a enquêté sur les déclarations des 2 femmes
et les a jugés crédibles. Je n'ai aucune confiance en notre gouvernement. Ce n'est pas pour être méchante ou brutale, mais c'est ce que je ressens. S'ils veulent me porter préjudice, qu'ils le fassent. Ils ont ruiné ma santé, anéanti ma vie. Que peuvent-ils faire de plus? Le 29 décembre 1998, jour du 18e anniversaire des faits, Betty meurt des complications d'une attaque cérébrale. Mais encore aujourd'hui, ses amis et sa famille sont persuadés que son décès a un lien direct avec son exposition à l'OVNI. C'est ça qui l'a tuée, et qui me tuera sans doute aussi. Mais pour d'autres, l'objet volant qui a blessé Betty était peut-être un avion américain. Il est aussi possible qu'il ne s'agisse pas du tout d'un vaisseau extraterrestre, mais d'un programme secret visant à augmenter la force des moteurs Nerva, qui étaient destinés à utiliser la puissance nucléaire sur des fusées. Nerva signifie moteur nucléaire pour les applications aux propulseurs de fusées. La NASA et l'armée ont testé ces prototypes depuis les années 1950, afin de les utiliser sur des vaisseaux spatiaux. Les gaz qu'ils dégagent émettent en effet de grandes quantités de radiation ionisée. Je suis sûr que bon nombre d'ovnis vus à travers le monde sont en fait des vaisseaux et des avions qui devaient être dissimulés au public. Si le gouvernement refuse de donner la moindre information sur ce qui s'est réellement passé, c'est à cause du problème de responsabilité. Il ne veut pas assumer. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé près de la petite ville de Huffman, au Texas. Mais en ce qui les concerne, Colby et Vicky souhaitent tout simplement oublier. S'il est un endroit au monde où les apparitions d'OVNI ont été particulièrement nombreuses, c'est bien le Nevada aux États-Unis. C'est là que la vaste zone militaire de tir Nellis a été installée, au beau milieu des Amarantes et sous des températures extrêmes. Mais c'est aussi le cœur des légendaires infrastructures top secrètes connues sous le nom de Zone 51. Dans les environs, il est habituel de voir des avions à l'allure étrange. Pendant des décennies, le profil maintenant familier de l'avion de chasse F-117 et du bombardier B-2, aussi silencieux l'un que l'autre, ont engendré bon nombre de signalements d'OVNI. Le physicien nucléaire Stanton Friedman a travaillé sur plusieurs projets classés secret défense. Il est persuadé qu'un très grand nombre d'avions non conventionnels sont fabriqués et testés ici. Certains prétendent que des véhicules extraterrestres sont à l'étude pour renforcer nos connaissances en ingénierie et pour pouvoir les dupliquer. On sait que des tests sur des véhicules de pointe sont réalisés dans la zone 51. On parle aussi de l'Aurore. Ce serait la relève du SR-71. Il pourrait atteindre les 7200 km/h. Existe-t-il vraiment? Je n'en sais rien. Est-ce que le gouvernement peut faire des tests en secret? Bien sûr que oui. Quelles que soient les opérations secrètes effectuées sur la zone 51, ce ne sont que des suppositions. Mais quiconque ignore les panneaux défense d'entrée à l'entrée du périmètre s'expose à une force meurtrière tout à fait légale. Et en tout cas, ceux qui croient aux ovnis et leurs détracteurs se rejoignent au moins sur un point. Il se passe quelque chose ici que le gouvernement tient absolument à cacher. D'après les témoignages, il est évident qu'il y a là un secret bien gardé à propos d'un incroyable mystère qui se produit depuis très longtemps partout dans le monde. J'en suis persuadé, je le sais. Au sud de la zone 51, à moins d'1 heure de vol, s'étend la ville de Phoenix, l'une des villes les plus peuplées de l'Ouest. Rien d'étonnant donc à ce que ce soit là que les témoignages collectifs relatifs à la présence d'OVNI soient particulièrement nombreux. Une nuit, plusieurs personnes ont ainsi vu un objet aéroporté survoler la vallée de Phoenix. Deux d'entre elles, un pilote de ligne commerciale et sa femme, rentraient chez eux après avoir dîné à l'extérieur. Il était environ 20h30. Ma femme m'a demandé ce que pouvaient bien être ces lumières. Elle a arrêté la voiture, je suis sorti et j'ai regardé en l'air. Les lumières s'approchaient et nous ont survolés. Et là j'ai dit, ce ne sont en tout cas pas des chasseurs. Le couple a préféré garder l'anonymat, mais ce sont des témoins de confiance. Vétéran du Vietnam, il a 30 ans d'expérience dans le domaine des avions, aussi bien civils que militaires.
On est sorti de la voiture et on a éteint le moteur. Et là, on a réalisé que l'engin était silencieux. Ça m'a donné la chair de poule. Et puis, il était si grand. Il prenait toute la largeur du ciel quand il est passé au-dessus de nos têtes. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. Ça m'a fait froid dans le dos, j'ai eu peur. L'objet de forme triangulaire et de la taille de plusieurs terrains de football passe lentement au-dessus d'eux, et ils l'observent comme envoûté. Puis l'OVNI disparaît au loin. Il était juste au-dessus de ma tête, et j'ai vu que ce n'était pas un avion. Il ne faisait aucun bruit, et il allait trop lentement. J'ai réalisé que j'ignorais complètement ce que c'était. Mais ils ne sont pas les seuls à Phoenix à être intrigués par les lumières. À plusieurs endroits de la ville, des habitants filment l'événement. Des centaines, peut-être même des milliers de citoyens ordinaires remarquent ces lumières étranges, jusqu'à environ 22 heures. D'après les témoins, le premier engin a été signalé à la frontière entre le Nevada et l'Arizona. Il a volé jusqu'à Phoenix. Ensuite, selon les témoins, il a fait demi-tour. Le lendemain, toute la ville est en émoi, fascinée mais aussi apeurée. Des centaines d'habitants appellent la police de Phoenix ainsi que la base militaire de Luke, en leur demandant qu'est-ce que c'était. À la radio, les témoignages se succèdent avec des versions différentes quant à la nature de l'objet volant. Cet engin vous a volé au-dessus de la tête? Exactement. Il était si gros qu'il a recouvert tout le voisinage. Tout d'un coup, ça nous a vraiment fait un choc. L'armée nie toute implication et affirme qu'aucun vol n'était prévu ce soir-là. Nous avons contacté la base de l'armée de l'air de Davis Mountain à Tucson, ainsi que la base de Luke. On a parlé avec les gens de Fort Huachuca. On les a contactés, mais ils nous ont tous affirmé qu'aucun de leurs avions n'était dans les environs. Les contrôleurs aériens de la ville soutiennent la version de l'armée, affirmant que leur radar n'a rien détecté, mis à part les avions des lignes civiles. Les démentis des autorités soulèvent une vague de protestations. Exigeant la vérité, des habitants contactent la conseillère municipale Frances Barwood et lui demandent de se pencher sur la question. J'ai moi-même rencontré plus d'une centaine de personnes. Des professionnels, des officiers de police, des militaires, des retraités de l'armée, des contrôleurs aériens de l'armée. Après leur avoir parlé, je me suis dit que si cet avion nous appartenait, ça devait être un engin incroyable. Sinon, il fallait que je sache ce que c'était. Le 6 mai, elle soulève la question lors d'une réunion du conseil municipal. D'après ce que j'ai vu à la télévision, il avait la taille d'un terrain de football. Et il possédait 7 lumières. Elles bougeaient toutes ensemble, comme si elles étaient reliées entre elles. On ignore si c'est une farce ou si un truc énorme a survolé notre ciel. Mais ça m'intrigue parce que les gens posent de plus en plus de questions. 2 mois plus tard, à la suite de la parution d'un article dans USA Today, la garde aérienne nationale fait une déclaration. L'un de ses avions aurait lâché des balises lumineuses le 13 mars au cours d'un exercice d'entraînement. On a découvert que ce jour-là, un avion, un A-10 de la garde nationale du Maryland, était bien en entraînement sur la zone de tir de Barry Goldwater. Mais au lieu de rassurer les habitants, la déclaration a produit l'effet inverse. Je peux vous certifier sans l'ombre d'un doute que ce que nous avons vu, ma femme et moi, ce n'étaient pas des balises lumineuses. J'en ai tiré avec mon hélicoptère au Vietnam. Et ce serait vraiment dangereux de les lâcher au-dessus des habitations. En plus, elles n'auraient jamais pu rester en formation aussi parfaite aussi longtemps. L'expert en vidéo, Jim Dilettoso, a passé des heures à étudier les enregistrements de l'incident. Pour lui, les balises lumineuses ne sont pas une explication valable à ce qu'il voit sur les cassettes. J'ai étudié toutes les propriétés des lumières de Phoenix. Ce qu'on remarque en premier, c'est qu'elles ne bougent pas, elles ne vacillent pas. Et le plus intéressant, c'est la façon dont elles apparaissent et disparaissent. Elles sont d'un blanc très pur. Encore aujourd'hui, les théories sont nombreuses sur la véritable nature des lumières aperçues ce soir-là à Phoenix. C'est forcément des vols de l'armée. Notre gouvernement nous mentirait et nous cacherait des choses? Bien évidemment. Ils font ça tous les jours, ça fait partie de leur boulot. Il y a des choses que nous ne devons pas savoir, des secrets de défense nationale. Ou bien était-ce quelque chose de plus conventionnel, une technologie de base? En voyant la vidéo de ces apparitions, ça m'a rappelé ce qui se fait parfois au Mexique.
Ils mettent des bougies dans des sacs en papier et ils les font flotter dans le ciel la nuit pendant les cérémonies. Elles brillent et certaines personnes sont vraiment douées pour les faire voler en formation. Mais pour d'autres, la réponse ne se trouve pas sur Terre. Je ne serais pas surprise qu'il y ait un phénomène inexpliqué et étranger à notre monde derrière tout ça. Pourquoi ne pas être franc? Depuis cet événement, je regarde sans cesse autour de moi. Je veux revoir cette chose que je n'ai pas pu identifier. Maintenant, j'ai plus tendance à croire ceux qui disent avoir vu quelque chose. Toujours à la recherche de formes de vie extraterrestres, les scientifiques explorent les confins de l'univers. Mais peut-être regarde-t-on dans la mauvaise direction. Un chercheur de Maverick affirme que les ovnis sont ici, en ce moment même, tout autour de nous. Ils volent, piquent, planent tout autour de nous, partout. Pour lui, il s'agit de manifestations d'une nouvelle forme de vie assez étrange que la science a complètement occultée. J'ai découvert ces choses qui volent tout autour de nous et qui vivent parmi nous depuis très longtemps. Elles ressemblent à des serpents dans le ciel. On les appelle sagettes. José Escamilla est monteur vidéo et enquêteur sur les ovnis. Il les filme depuis 15 ans. Tout a basculé pour lui une nuit de 1993. Alors qu'il examinait des rushs, quelque chose d'inhabituel a attiré son regard. Venu de nulle part, un objet étrange comme un mille-pattes a traversé l'écran. Puis un autre, et encore un autre. J'ai pensé que c'était des insectes. Je les voyais dans le viseur. Ils filaient à toute allure. C'est seulement quand j'ai regardé le film au ralenti que j'ai vu les insectes, les oiseaux, et puis cette chose étrange qui ressemblait à un serpent. Ça m'a intrigué. C'était la première fois que je voyais ça. Pressentant une énigme intéressante à élucider, Escamilla regarde de nouveau toutes ses cassettes. Et là, il les aperçoit. Translucides, de petits objets volants ressemblant à des serpents dotés d'ailerons qui se tortillent en traversant le ciel. J'ai fait des tests sur les caméras pour être sûr que je ne me trompais pas. Mais les caméras fonctionnent parfaitement bien. Pourtant, les sagettes apparaissent toujours sur certains enregistrements. Escamilla cherche alors des indices dans les ouvrages scientifiques, mais aucun ne mentionne ces créatures étranges. Il se dit alors qu'il vient d'ouvrir une sorte de yéti céleste. On pense que c'est une créature qui est parmi nous depuis des millions d'années. Elle évolue dans une partie du spectre biologique que nous avons toujours ignorée. 10 ans après sa première découverte, Escamilla gagne sa vie en commercialisant les films qu'il réalise sur les sagettes. Il pose sa caméra à différents endroits en attendant qu'elles apparaissent. La plupart du temps, les sagettes sont absentes, mais parfois, elles se manifestent sur l'écran. Escamilla affirme qu'il a filmé des sagettes frôlant des foules entières, tournoyant au-dessus de bâtiments ou en train de fondre sur des sites sacrés. Faut voir comment elles volent et les mouvements qu'elles font, c'est incroyable. Si les sagettes existent depuis des milliers d'années, pourquoi le milieu scientifique n'en fait-il jamais mention? Escamilla a montré ses enregistrements à des scientifiques qui ont été intrigués, mais qui ont refusé de les associer à des phénomènes inexpliqués. Si un scientifique déclare qu'il veut mener des recherches sur les ovnis, ses financements lui sont aussitôt retirés. Le milieu universitaire le laisse tomber, c'est en cela que la communauté scientifique est injuste. Elle ferme ses portes aux phénomènes les plus incroyables qu'il nous est donné d'étudier. Est-ce une découverte capitale pour la biologie? Ou bien Escamilla essaye-t-il d'exploiter une simple illusion d'optique? Nous avons demandé à des scientifiques ce qu'ils pensaient de ces sagettes. Pour le physicien Tom McDonough, les sagettes d'Escamilla doivent en effet être étudiées, mais par un entomologiste. Pour moi, c'est une combinaison de plusieurs phénomènes naturels. Ces sagettes ont 6 petites extensions et c'est précisément le nombre de pattes que possèdent les insectes. N'importe quel objet qui traverse les rayons du soleil est illuminé par l'arrière, ce qui produit un phénomène appelé diffraction. L'objet semble alors plus gros qu'il ne l'est en réalité. Mais Escamilla est sûr de lui. Il n'a pas pu se tromper, parce qu'il filme avec une très grande vitesse d'obturation. C'est vrai que certains insectes ressemblent à des petites sagettes. Mais quand on filme au 1/10 millième, ce qui est mon cas, un insecte a la forme d'un insecte, un oiseau est un oiseau, et une sagette est une sagette. C'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi les sagettes apparaissent-elles floues, même avec une vitesse d'obturation de 1/10 millième? Selon Stephen Walton, professeur de physique et d'astronomie, c'est très simple.
C'est un phénomène très connu. Il suffit de penser, par exemple, au sillage d'un avion qui, en réfractant la lumière, produit le même effet. Ce qu'on voit ici ressemble à ce qu'on appelle les turbulences tournantes. Ces gaz qui s'échappent à l'arrière d'un avion en tournoyant dans le tunnel aérodynamique. Emboîtant le pas à Escamilla, d'autres enquêteurs ont également filmé des sagettes. Mais leur nature exacte est toujours source de controverses. Depuis la première apparition des ovnis, les hommes ont cherché à percer leurs secrets et à identifier leurs origines. Pourtant, malgré plus d'un demi-siècle d'enquêtes et de débats animés, la preuve indiscutable de leur existence nous échappe encore. Or, d'après certaines personnes, cette preuve se trouverait dans les archives de l'agence spatiale américaine, la NASA. La NASA est une agence énorme. Un membre du personnel peut très bien connaître la vérité alors qu'un autre l'ignore. Au début des années 90, la NASA diffusait toutes ses émissions sur les télévisions du monde entier, en direct et 24 heures sur 24. On y voyait le lancement des fusées, les pas des astronautes dans l'espace ou bien de banales opérations de maintenance. David Sereda, écrivain, affirme que les films de la NASA regorgent de centaines d'ovnis, des globes palpitants, des objets qui volent en formation, d'autres objets qui semblent défier les lois de la physique et qui tout à coup s'évanouissent comme s'ils provenaient d'une autre dimension. En regardant les cassettes des missions de la NASA, on voit que les ovnis parcourent toutes les dimensions et qu'ils peuvent aller à la vitesse de la lumière puisqu'ils sont composés de lumière. Mais c'est en regardant l'émission du 25 février 1996 que Sereda a découvert la preuve la plus impressionnante. Il s'agissait de la 75e mission d'une navette, la mission STS-75. On peut voir une attache du satellite arrimée à la fusée Columbia se casser accidentellement et s'éloigner. En quelques minutes, elle est entourée de douzaines d'objets non identifiés. Les ovnis se pressent autour d'elle, alors qu'elle se trouve maintenant à plus de 100 km de la navette. Au cours d'une autre mission, la STS-82, en février 1997, des astronautes s'aventurent à l'extérieur de la navette. Lors d'une communication radio que David Sereda juge suspecte, les contrôleurs de la mission semblent vouloir alerter les astronautes sur la présence d'un objet non identifié flottant près d'eux. On dirait qu'il y a quelque chose devant vous, Mark. Vous pouvez vérifier? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oubliez. Voulant savoir comment la NASA explique la présence de l'OVNI, Sereda contacte l'agence spatiale afin de la questionner au sujet des enregistrements vidéo. C'est le professeur Joseph Nuth qui dirige le service d'astrochimie de la NASA. Pour lui, les anomalies rencontrées ce jour-là n'étaient pas des ovnis, mais tout simplement des cristaux de glace et de la poussière que les moteurs de la navette ont laissé échapper. Sereda conteste cette version en faisant remarquer qu'on voit très bien plusieurs objets passer derrière la tache. Ils pensaient que c'était de l'eau, mais ces objets défiaient toutes les lois de la physique identifiées jusque-là. Donc la NASA reconnaissait qu'il y avait des phénomènes inexpliqués dans l'espace. Si ce sont des cristaux de glace, dit-il, en comparaison de la tache du satellite qui se trouve assez éloignée, ces cristaux seraient véritablement énormes. Les arguments de la NASA n'étaient pas cohérents. En faisant des essais d'optique avec une caméra numérique, j'ai tout de suite compris que quelque chose de bizarre se passait lors de ces missions, et j'ai voulu en savoir plus. En 1999, Sereda dépose une requête au nom de la liberté d'information afin d'obtenir de la documentation sur les missions de la navette spatiale. Les dossiers qu'on lui communique ont été censurés et il n'y apprend rien de nouveau. Et peu après, la NASA arrête les retransmissions télévisées en direct de l'espace. Quelqu'un à la NASA connaît la vérité, et je pense qu'elle doit être divulguée. Les scientifiques qui ont étudié les enregistrements vidéo ne sont pas convaincus. À leurs yeux, il n'y a aucune preuve de l'existence d'OVNI et ils ne leur trouvent rien d'inhabituel.
Les gens ne se rendent pas compte, mais les navettes spatiales sont sales. Elles produisent des quantités de gaz, de liquide. Il est très fréquent que des objets volent autour d'une navette. De plus, les étranges mouvements que l'on voit sur ces images peuvent s'expliquer par les propulseurs de fusées en feu. Et soudain, une particule va prendre une direction inattendue. Des personnes non informées pourraient croire que ce sont des ovnis. Mais je n'ai jamais entendu parler d'astronautes à bord d'une navette qui auraient rencontré des objets non identifiés. Ce qui peut déstabiliser même le plus averti des astronautes, c'est le manque de repères dans l'espace. On ne peut pas estimer les distances comme on est habitué à le faire sur Terre. Et même sur Terre, on se laisse parfois abuser en voyant un objet plus loin qu'il ne l'est vraiment. Donc ces objets qu'on voit sur les vidéos peuvent en fait être très près de la navette. Mais Sereda n'est pas le seul à penser que le gouvernement américain cache la vérité. Récemment, d'autres voix se sont jointes à la sienne pour demander la révélation complète des informations. Nous sommes ici pour dévoiler la vérité sur un sujet qui a été ridiculisé, dont on a douté et qu'on a trop souvent nié depuis au moins 50 ans. Les hommes et les femmes présents sur cette estrade peuvent prouver et prouveront que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En mai 2001, Stephen Greer, médecin urgentiste, s'est reconverti dans la recherche sur les ovnis et a initié le projet de révélation, un lobby destiné à faire pression sur le gouvernement pour qu'il dévoile au public ce qu'il sait sur les ovnis. On a une confirmation par radar aérien de certains de ces signalements. On peut voir la couronne de déchargement. Ils ont commencé à tourner en cercle et puis ils ont disparu. Ce matin-là, on a perdu 6 à 8 armes. Les ovnis ont été vus près des silos et les missiles ont été désactivés. Stephen Greer a réussi à réunir près de 500 personnes. La plupart sont des militaires à la retraite ou des membres de la CIA, des contrôleurs aériens ou encore des professionnels de l'aviation, qui affirment avoir assisté à un phénomène non identifié. Ils sont prêts à témoigner sous serment devant le Congrès. Beaucoup sont convaincus qu'il est impossible de trouver une explication d'origine terrestre au phénomène qu'ils ont vu. Apparemment, une grande partie de la population américaine est d'accord avec eux. D'après un récent sondage, 49% avouent croire que les extraterrestres nous rendent visite sur Terre. Pourtant, les scientifiques qui étudient les étoiles sont d'avis contraire. Ils reconnaissent que l'intelligence peut être répandue dans tout l'univers, mais la probabilité que ces formes d'intelligence vivante viennent sur Terre est infime. Je pense qu'il existe une vie cosmique, sinon je ne serais pas là. On ne fait pas ce métier si on n'y croit pas. Si on avait la moindre preuve, des milliers de chercheurs universitaires se pencheraient sur le problème. Or, il n'y en a aucun. La découverte d'une forme d'intelligence extraterrestre pourrait bien être le bouleversement du monde le plus extraordinaire qu'il nous serait donné de vivre. Et c'est tout à fait possible. Tout ce que nous savons au sujet de la vie sur Terre indique que la vie est non seulement possible ailleurs, mais qu'elle peut s'épanouir si les conditions s'y prêtent. Reste à trouver des preuves formelles. Et à l'ère de la technologie numérique, ça risque d'être plus difficile que jamais. Les récentes superproductions nous montrent qu'il est possible de créer n'importe quelle image hyper réaliste pour un film ou une série télé. Et j'ai peur d'être arrivé à un point où, tant que je ne serrerai pas la main d'un extraterrestre, je continuerai à nier qu'ils existent et qu'ils nous rendent visite. C'est très bizarre.